Vas-y. Alors nous allons essayer de voir ensemble les moyens et modes de détection des agents infectieux par le biais des examens biologiques, des prélèvements. C'est un vaste domaine. Vous allez voir que ça fait partie intégrante de ce que j'appelle le couple médical-paramédical. Dans ce domaine, c'est vraiment très important de travailler ensemble, qu'il y ait une énorme communication, que ce soit très clair. Avec le risque, si c'est mal fait, de perdre du temps, de perdre de l'argent et surtout un risque important de mauvais soins portés aux patients si ces prélèvements ne sont pas faits. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi détecter un agent infectieux ? Vous pouvez avoir un patient qui a de la fièvre, cette fièvre, ce n'est pas forcément une infection, donc les examens de détection d'agents infectieux vont déjà prouver une infection. Et ils vont également permettre de différencier une infection bactérienne d'une infection virale ou d'une infection parasitaire. Vous savez que le traitement et la prise en charge sont bien sûr totalement différentes. Les prélèvements vont nous permettre également d'orienter puis d'adapter un traitement. On verra ensemble tout à l'heure l'importance de l'examen direct, des cultures, des antibiogrammes qui vont nous permettre d'orienter une thérapeutique antibiotique par exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résistance et c'est par ces prélèvements bien faits, au bon moment, qu'on va pouvoir mettre en évidence des résistances et encore une fois, la thérapeutique va en dépendre. Parfois, les prélèvements, c'est relativement rare, mais on va avoir besoin de prélèvements pour suivre une infection, pour vérifier que les choses vont bien, ça arrive. Et puis, vous le savez, ces prélèvements, que ce soit pour les agents viraux ou bactériens ou éventuellement parasitaires, sont importants puisque parfois on est amené à isoler des patients. Autre raison de faire des prélèvements, c'est connaître l'environnement. Alors on parle beaucoup d'infections nosocomiales, donc ça peut être l'environnement d'un service, d'un hôpital, d'une réanimation. Ça peut être aussi l'environnement du patient. On parlera ensemble tout à l'heure de la colonisation d'un patient par de multiples bactéries. Et il est parfois nécessaire de connaître l'environnement du patient lui-même, notamment celui qui sera amené à être immunodéprimé. C'est le patient qui va être greffé. On a besoin de savoir quel germe il est colonisé pour éventuellement adapter les traitements en cas d'infection avérée. Les prélèvements, c'est aussi la surveillance sanitaire qui a une place très importante en France. On parle aujourd'hui du patient, mais il y a aussi toute une surveillance sanitaire qui fait que des prélèvements microbiologiques sont réalisés à la fois dans l'environnement ou dans l'agroalimentaire. Nos prélèvements permettent aussi de prouver la transmission d'un agent d'un individu à un autre, et je vous l'ai dit, de connaître la colonisation d'un patient immunodéprimé ou d'un patient qui est amené à devenir immunodéprimé. Les prélèvements, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point fort. Les étapes sont multiples et il y a autant de sources d'erreurs que d'étapes. J'ai envie de vous dire, ça part de la prescription, où il peut y avoir de multiples erreurs dès la prescription. La qualité de la réalisation, c'est tout un art. Je dis souvent que l'examen cytobactériologique des urines, qui paraît être un examen très simple, bien fait, c'est une véritable art. C'est un métier. Pour bien faire un ECBU, il y a, j'ai envie de vous dire, je ne les ai pas listés, mais au moins 30 sources d'erreurs facilement individualisables. Et puis, ce n'est pas fini. Bien faire un prélèvement, c'est aussi bien l'acheminer, bien le conserver. Et puis, vous le savez aujourd'hui, on parle beaucoup de traçabilité. Une infirmière peut passer 20 minutes à prélever une hémoculture parce qu'elle a des difficultés techniques, la patiente est difficilement piquable, la veine est difficilement trouvable, elle va perdre beaucoup de temps à faire son hémoculture. Si jamais elle oublie d'étiqueter ce flacon d'hémoculture, eh bien, c'est un mauvais prélèvement. Donc, d'où l'importance de certains protocoles de service et surtout l'importance de l'organisation et de la rigueur en termes de prélèvement. Et puis, on va aussi parler de la réception et de l'analyse des résultats, où l'équipe médicale, médecins surtout, mais parfois les soignants, vont être amenés à analyser les résultats dans leur contexte et de prendre en compte ce résultat, oui ou non. Les prélèvements, il ne faut pas oublier aussi le risque potentiel pour le soignant ou le biologiste. Parfois, il faudra savoir prendre des mesures de protection du soignant
ou prévenir nos collègues biologistes. Alors, évoquer une infection, qu'est-ce qui nous permet d'évoquer une infection? Il y a bien sûr la clinique. Il y a pas mal d'éléments cliniques qui va permettre de vous dire ce patient est présumé porteur d'une infection, donc je vais être amené à lui faire des prélèvements pour prouver cette infection. L'histoire du patient est bien sûr très importante. En médecine, c'est essentiel de savoir interroger les gens. Ont-ils voyagé? Ont-ils été en contact d'un patient qui avait la grippe il y a 5 jours? Auquel cas, tous ces signes respiratoires sont probablement dus à une infection. Une chose en maladie infectieuse qui est aussi essentielle, c'est de savoir si oui ou non le patient a eu la température. Une infection sans température, ça existe, c'est rare. Donc en général, il y a la température. Vous avez les signes généraux, ce qu'on appelle les signes de pancarte. Vous savez aussi bien que moi que c'est très important. Et puis vous allez avoir des signes fonctionnels d'infection que vont être la toux pour une pneumonie, des brûlures urinaires pour une infection urinaire, un exanthème pour une infection virale cutanée. Face à cette clinique, on aura également, nous, médecins, et vous, infirmières, d'autres arguments que vont être les examens complémentaires, avec, dans ces examens complémentaires, les examens microbiologiques, les prélèvements pour détecter l'agent infectieux, mais il y a également, vous le savez, des actes de biologie standard et de radiologie qui vont nous aider à formaliser une infection et identifier l'agent responsable. Comment faire les examens? On le verra au cours d'autres exposés. En infectiologie, c'est parfois urgent de faire des prélèvements microbiologiques. Je pense essentiellement à la méningite, où la ponction lombaire doit être un acte réalisé en urgence. Et je pense également au choc septique, où la pratique des hémocultures doit être un acte urgent. On préfère toujours, et c'est indispensable, ça doit faire partie de vos habitudes, toujours privilégier les prélèvements avant l'administration d'antibiotiques, pour notamment toutes les infections qui sont présumées bactériennes. De façon générale, j'ai surtout envie de vous dire qu'il faut privilégier la qualité plutôt que la rapidité. Donc parfois, dans certains contextes, l'équipe médicale sera amenée à faire vite, rapide, mais globalement, on a toujours le temps de se poser et d'organiser les choses dans la rigueur, de façon à ne pas manquer une étape ou mal faire les choses. On est parfois amené à faire des prélèvements lors de l'admission d'un patient dans une institution pour la surveillance, notamment épidémiologique de l'établissement, la surveillance des infections nosocomiales. Alors, quand on fait mal son job, que ce soit nous médecins ou demain vous dans les services ou au chevet de vos patients à domicile, des prélèvements imparfaits, c'est grave bien sûr, d'abord pour le patient. Ça va engager le pronostic d'un patient, ça va prolonger son hospitalisation par exemple, et ça va entraîner une iatrogénie et des traitements inadaptés, donc forcément c'est la première chose, c'est indispensable pour la bonne prise en charge de votre patient. Je vous rappelle aussi que parfois les prélèvements sont douloureux, d'accord, et donc ça va rajouter, de mal le faire, ça va rajouter de la iatrogénie et de la douleur, ça va créer un flou au sein de l'équipe, au sein de la prise en charge, notamment au sein des familles, qui ne vont pas comprendre pourquoi on leur explique qu'on doit refaire telle ou telle chose. C'est une perte de temps. Et aujourd'hui, le temps, vous le savez, nos équipes on en rajoute, vous verrez, on nous rajoute souvent des nouvelles tâches. Donc on a intérêt à bien faire les choses tout de suite, autrement c'est autant de pertes pour l'équipe et pour, on va dire, l'équilibre de la structure. Refaire, c'est de l'argent, bien sûr, et puis vous verrez que les hôpitaux, les structures de santé aujourd'hui ont des agréments, et les examens microbiologiques bien faits sont des marqueurs. Probablement demain, on va dire tel service a tant de contamination sur les hémocultures, c'est probablement pas un service à la pointe des prélèvements, et on va le pointer du doigt en disant vous avez trop de prélèvements avec des contaminations, il y a un problème dans votre méthodologie, dans votre organisation. C'est des choses qui pourraient coûter aux équipes et qui est un élément d'audit. Alors on verra aussi, lorsqu'on abordera les prélèvements les uns après les autres, qu'il faut surtout savoir interpréter les choses. D'accord ? Un prélèvement d'urine fait sur une sonde urinaire, ça n'a rien à voir avec un ECBU fait sans sonde urinaire. Une hémoculture réalisée sur cathéter, ça ne doit pas être fait
de façon exceptionnelle, on est amené à le faire, bien sûr qu'il faudra interpréter le résultat en fonction du prélèvement. Est-ce que, par exemple, le patient a déjà eu les antibiotiques? Les antibiotiques, finalement, vont négativer faussement certains prélèvements, comme les cultures, lorsqu'on cherche une bactérie. Un site de prélèvement, bien sûr, savoir être très critique. Si vous prélevez un site ouvert, une cavité ouverte est forcément colonisée par des millions, voire des milliards de bactéries. Une escarre sacrée est contaminée naturellement, systématiquement, par la flore fécale. D'accord ? Donc il faut savoir analyser les choses. On n'interprète pas un prélèvement dit fermé, présumé stérile, d'un prélèvement dit ouvert. Et puis, on parlera beaucoup des prélèvements microbiologiques aujourd'hui. On parlera peu, mais c'est très important, de la cytologie. Une infection, c'est très différent d'une colonisation. On est colonisé par des centaines de milliards de staphylocoques sur la peau. Ce n'est pas pour autant qu'on a des polynucléaires neutrophiles sur la peau, on n'a pas de pus. C'est ce qui différencie la colonisation de l'infection. Dans un prélèvement microbiologique, si vous n'avez que des bactéries et que vous n'avez pas de globules blancs, c'est suspect, ça ne ressemble pas à une infection, c'est plutôt une colonisation. En sachant que certains patients ne sont pas capables de faire des globules blancs, on parle essentiellement du patient en aplasie, où en effet, il peut y avoir une infection sans réaction inflammatoire de l'hôte. Mais toujours se dire que pour parler d'infection, il faut un germe, un agent étranger, entre guillemets, et une réaction de l'hôte. S'il n'y a pas de réaction de l'hôte, on doit évoquer plutôt une colonisation. Si je prélève une sonde urinaire, je vais prélever du plastique, je vais trouver des bactéries, c'est bien naturel, ce plastique est dans la flore commensale vaginale, mais je ne trouverai pas forcément de leucocytes, puisque les leucocytes n'attaquent pas, ce n'est pas une infection du plastique, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je traite, c'est un patient, ce n'est pas un cathéter, ce n'est pas un redon, ce n'est pas un drain. Les cultures peuvent être polymicrobiennes, ce qui est également très suspect. Et il y a des choses un peu plus complexes où on est amené à discuter lorsqu'il y a une discordance entre l'examen direct, je vais vous expliquer dans 2 minutes ce qu'est un examen direct, c'est ce que l'on voit au microscope sur le prélèvement. Si le microscope vous dit j'ai une germe polymorphe et qu'en culture, lorsqu'on met en culture la chose, on ne trouve qu'une bactérie, eh bien c'est quand même bizarre, on se dit tiens c'est bizarre, il n'y a qu'une bactérie en culture alors qu'il y avait beaucoup plus de bactéries à l'examen direct. Donc ce que je vais vous dire pour un petit peu clôturer ces généralités, c'est que tout résultat biologique ne doit jamais être interprété de façon brute. Toujours interpréter les choses dans l'ensemble, avec l'ensemble des éléments cliniques. Ce n'est pas un juge de paix, c'est quelque chose qui va orienter avec d'autres examens, avec un raisonnement clinique, et surtout toujours vérifier qu'il y a une bonne qualité dans la réalisation de ce prélèvement. Alors, les techniques d'identification, qu'est-ce qu'on a à disposition, que ce soit à l'hôpital, en prise en charge libérale? Quelles sont les techniques d'identification des agents, que ce soit bactéries, virus et parasites? Vous allez voir qu'on a des recherches directes, des techniques directes de détection, que vont être ce qu'on appelle l'examen direct, c'est l'examen au microscope. Ces prélèvements peuvent être également mis en culture, et avec ces cultures, on va réaliser ce qu'on appelle un antibiogramme ou un antifongigramme ou un antivirogramme, même si l'antivirogramme, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fait dans la pratique, des choses qui ont été développées il y a quelques années à Nice. Ces antifongigrammes, ces grammes, nous permettront d'orienter la thérapeutique, puisqu'on va essayer de savoir à quel antimicrobien le germe va être sensible. Ça nous permet également aussi d'identifier les bactéries ou les parasites. Il y a ce qu'on appelle la recherche antigénique, où on va juste détecter un antigène dans un prélèvement. Je vous l'expliquerai dans quelques minutes. Et puis, il y a cette nouvelle médecine qui apparaît, qui était jusqu'à présent du domaine des laboratoires de recherche, mais qui de plus en plus arrive dans nos laboratoires de routine, et c'est l'outil de biologie moléculaire qui, vous le verrez, prend une place tous les jours un peu plus importante dans nos recherches étiologiques d'agents infectieux. Et puis on verra ensemble aussi quelques nouvelles techniques dans le futur.
Et puis il y a les recherches dites indirectes, c'est tout ce qui est la recherche d'anticorps ou sérologie. Par la recherche d'une production d'anticorps dirigée spécifiquement contre un agent, c'est les sérologies. Alors, je vous remontre ici, il y a deux solutions. Soit on va rechercher l'agent, j'ai fait une mauvaise manœuvre, l'agent infectieux lui-même, on va chercher l'antigène dans le milieu de prélèvement, soit on va s'intéresser à la réponse de l'autre et on va essayer de savoir si il y a une formation d'anticorps. C'est la sérologie qui dit tel individu a des anticorps contre ce virus, ça veut dire qu'il a rencontré ce virus. On ne sait pas forcément quand, c'est les techniques indirectes. Donc on va commencer ensemble par les techniques directes. Alors l'examen direct et la culture. Alors il faut savoir que lorsqu'on ensemence du pus, un prélèvement ou des urines, la première étape c'est de regarder ce prélèvement au microscope. Et on va pouvoir voir en faisant des colorations diverses. Je ne vais pas toutes vous détailler les colorations, mais les biologies sont des colorations standards et ils vont pouvoir vous dire très vite, en l'espace de 20 minutes, sur un prélèvement urinaire ou de crachat ou de pus, s'ils voient des bactéries directement au microscope et si en plus ils voient beaucoup de leucocytes, de globules blancs, ce qui est en faveur d'une infection encore une fois. Ce prélèvement peut être négatif, enfin peut-être on peut observer les choses au microscope et ne pas révéler de bactéries pour plusieurs raisons, parce que peut-être que dans le milieu de prélèvement, il n'y en a pas assez. Plus il y a de bactéries, plus le microscope sera capable d'identifier et de visualiser les bactéries. Donc si c'est le cas, on sera amené à faire des cultures. Vous savez ce que c'est que les boîtes de pétri, je vais vous en montrer dans 2 secondes. Et on va cultiver ce prélèvement de façon à révéler des bactéries qui ne se voyaient pas au microscope à l'examen direct. Sachez que certaines bactéries ne sont pas colorables par des milieux usuels et qu'on est amené à utiliser des colorants spéciaux. Et puis, on dispose également de plusieurs types de cultures, de plusieurs milieux de culture, notamment pour certaines bactéries qui sont plus ou moins faciles à mettre en culture. Certaines bactéries sont juste impossibles à cultiver et c'est à ce moment-là que, par exemple, on aura recours à cette fameuse biologie moléculaire. L'examen direct, je viens de vous le dire, permet une cytologie et il permet une analyse de la flore globale. C'est une idée c'est important pour la prise en charge de nos patients. Les cultures sont de durée variable, elles peuvent être très longues et vous le savez, notamment pour la tuberculose. La tuberculose, c'est assez rare de voir directement au microscope l'agent de la tuberculose, sauf dans les tuberculoses pulmonaires où il y a d'énormes lésions pulmonaires. Autrement, on doit attendre la culture. Et sachez que la culture de ces bacilles de corps met en général 3 semaines, donc ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Un staphylocoque doré est révélé en culture en général en 24 à 48 heures. Donc rappelez-vous que les cultures ou les examens directs peuvent être faussement négatifs dès lors que le patient a pris un antibiotique avant le prélèvement. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que ces examens directs, ces cultures, puis vous allez voir l'antibiogramme, la façon dont on a de tester les antibiotiques, ça prend du temps, ça prend beaucoup de personnel, c'est de la microbiologie, on va dire fine, c'est un vrai art et c'est coûteux. Puisque dans un hôpital comme Nice, il faut savoir qu'il y a des centaines de prélèvements qui arrivent tous les matins sur les paillasses des techniciens et des biologistes. Alors là, je vous montre juste du classique, un grand classique, c'est un examen de Gram, une coloration, où là, le microbiologiste peut vous dire en un quart d'heure, entre le moment où on prélève ce pus et le moment où on l'amène au laboratoire, en un quart d'heure, le microbiologiste peut vous dire on a des coccygrammes positifs qui sont plutôt en amas, et à ce moment-là, vous le saurez très vite, c'est probablement du staphylocoque, et l'antibiotique qu'on va vous prescrire va dépendre de cet examen direct. Et en bas à droite, en plus bleuté, vous avez la morphologie d'un streptocoque. Alors c'est un coccygramme positif mais qui est plutôt en chaînette. Et quand le microbiologiste vous dit que c'est plutôt des chaînettes, ça oriente plus vers un streptocoque et vous voyez que juste sur un examen direct, on peut orienter rapidement, quasiment en urgence, un traitement qui sera adapté secondairement aux cultures et à l'antibiogramme qui sera réalisé au laboratoire.
Là, je vous montre en haut un prélèvement de liquide de lavage bronchiolo-alvéolaire et vous voyez des petits bâtonnets intracellulaires dans certaines cellules. Je n'arrive pas à mettre mon pointeur, j'en suis désolé. Vous devinez dans les cellules, dans les macrophages bronchiques, des petits bâtonnets qui sont des bacilles gram négatifs. En bas, vous avez une urine qui fourmille de bacilles gram négatifs. Là, c'est pareil. En quelques minutes, le clinicien et l'équipe a une orientation pour le traitement de ce patient. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la tuberculose. Vous avez cette coloration spécifique pour la tuberculose, qui est la coloration de xylnixène, qui va décolorer les bacilles de corps. Et ça s'appelle les barres. On parle de barres, 10 barres par champ. Et là, vous voyez sur un champ de microscope quelques barres qui révèlent une tuberculose pulmonaire. D'autres colorations sont utilisées notamment en mycologie, où on révèle certains agents fongiques, comme le cryptocoque, avec de l'encre de Chine. Donc ça, c'est l'examen direct. Ensuite, on va ensemencer sur des boîtes de pétri avec des cultures, des milieux de culture très variables en fonction de ce que l'on cherche. Il y a des cultures très usuelles et puis des milieux de culture spécifiques qui permettent de faire croître en quelques heures, voire quelques jours, d'ensemencer ces boîtes avec le prélèvement et de révéler des colonies bactériennes. Sur ce triptyque, j'ai envie de vous dire, vous avez un petit peu de tout. Vous avez à gauche du streptocoque, en haut du pneumocoque, du staphylocoque et du colibacille ou ce qui est probablement du protéus. Peu importe, la morphologie des colonies et l'identification ultérieure permettent aux biologistes de vous dire votre patient est infecté à telle ou telle bactérie. On va ensuite, une fois qu'on a un inoculum bactérien assez important, pouvoir tester soit des antifongiques, soit des antibiotiques sur nos boîtes pour pouvoir envisager et déterminer une sensibilité de l'agent infectieux à tel ou tel antibiotique. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype, c'est l'aspect phénotypique, c'est un antibiotique, marche-t-il sur une bactérie. Et puis on parle également de plus en plus de génotype, où là c'est de la biologie moléculaire, où on va rechercher les mutations de résistance que porte une bactérie ou un virus, et on parlera alors de génotype lorsqu'on parle de mutation de résistance, là on s'intéresse au génome. L'antibiogramme, c'est du phénotype. Et là, je vous montre un antibiogramme ou des galeries d'identification. Vous avez ici une boîte de pétri qui est maintenant rectangulaire. Vous devinez en gris la croissance bactérienne et on a posé sur cette boîte des disques, c'est ces petits disques bleus avec le nom des antibiotiques juste en dessous. Et vous voyez qu'autour de certains disques, il y a une zone sombre où on devine qu'il n'y a pas de croissance bactérienne. Eh bien, c'est parce que l'antibiotique a diffusé, c'est des pastilles qui diffusent dans la gélose. Donc, ça va créer une zone d'inhibition dans la boîte de pétri, dans ce milieu de culture. Il y aura des zones autour des disques d'antibiotiques qui seront imprégnées d'antibiotiques. Et dans ce diamètre-là, la bactérie est incapable de croître. C'est ce qui apparaît sur cette boîte de pétri. Donc, nos microbiologistes et surtout maintenant des automates permettent, avec le profil de résistance des bactéries, de nous dire il s'agit de telle bactérie, elle est résistante à tel antibiotique. Et c'est aussi comme ça qu'on identifie très vite des agents multirésistants, qu'on appelle les bactéries multirésistantes. Donc, c'est à partir de là que le clinicien, que le microbiologiste et l'équipe va décider telle ou telle antibiothérapie ou va adapter un antibiotique, puisqu'on peut très bien avoir débuté un antibiotique et se rendre compte au bout de 48 heures de culture, et les résultats de l'antibiogramme et des cultures, ça vient à 48-72 heures en général pour la majorité des germes. Donc on va réévaluer le traitement avec ces antibiogrammes. Là, vous avez la photo d'un antibiogramme. Nos amis microbiologistes ont également des tests de détection rapide, c'est-à-dire que dès lors qu'ils ont des cultures et dès lors qu'ils ont identifié des colonies, ils vont pouvoir, par des galeries, c'est des tests qui sont maintenant automatisés, pouvoir identifier des bactéries et vous dire il s'agit d'une Serratia, d'un Proteus, d'un Staphylocoque. Et puis, on va le voir dans 2 secondes, il y a une nouvelle technologie, j'en parle très peu, qui sont des techniques d'ionisation. On va mettre le prélèvement lui-même, microbiologique directement,
ou certaines bactéries dans un espèce de champ, et c'est l'ionisation et la réponse en fonction du poids des biomolécules contenues dans la bactérie qui vont définir un spectre, et il y aura des échelles, des abacs, on connaîtra le spectre du colibacille par exemple, le microbiologiste mettra dans ce champ d'ionisation votre prélèvement, et en fonction des ondes produites, je schématise, on dira il s'agit d'un colibacille. Donc c'est des nouvelles technologies, c'est beaucoup moins familial que la microbiologie d'antan, mais c'est peut-être les techniques rapides de demain. Alors, on a vu l'examen direct, on a vu les cultures. Sachez qu'on sait aussi détecter dans le sang, dans le LCR, dans les urines, ce qu'on appelle les antigènes solubles. Donc c'est les antigènes. Les antigènes, on l'a vu tout à l'heure, c'est une partie de l'agent étranger. On sait détecter avec des techniques qui sont plus ou moins sensibles ou spécifiques. La sensibilité, c'est la capacité d'un test à ne pas donner de faux positifs. Donc, et la spécificité d'un test, c'est la façon d'un test de ne pas donner de faux négatifs. Non, c'est l'inverse, excusez-moi, je me mélange. La sensibilité d'un test, c'est la capacité d'un test à détecter des vrais positifs. Et la spécificité, c'est ne pas faire de faux positifs. Ce n'est pas très clair, je ne crois pas que ce soit très clair. On reverra ça en cours tranquillement en travaux dirigés. On a également à notre disposition des techniques d'immunofluorescence où on va marquer par les anticorps certains antigènes. C'est ce que l'on fait beaucoup par exemple en microbiologie, en bactériologie sur des agents infectieux comme la légionellose. La biologie moléculaire, ce sont de nouveaux outils. Alors, il y a plusieurs techniques. Sachez que de plus en plus, c'est fait en routine, que les laboratoires s'approprient ces nouvelles technologies, que ça nécessite quand même des laboratoires qui sont équipés. Il y a plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle l'hybridation, où, imaginez, on va marquer des gènes qui vont s'intégrer dans les gènes que l'on recherche dans le milieu, en fait, et on va révéler ça par des techniques d'immunofluorescence. On a ce qu'on appelle l'amplification des génomes, c'est-à-dire qu'on va mettre des amorces dans un milieu pour amplifier ce qu'on estime être peut-être dans le milieu, un génome, un fragment de génome de bactéries ou de virus. On l'amplifie pour mieux le révéler. On a également à disposition ce qu'on appelle des séquences de gènes qui sont identiques et communes à toutes les bactéries, ce qui nous permet de dire sur un prélèvement, il y a du gène commun à toutes les bactéries, c'est probablement une infection bactérienne, d'accord, ça peut orienter. Et puis, on sait aussi, ça devient extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va savoir directement sur un prélèvement, imaginez un prélèvement qui est relativement riche en staphylocoque, on a maintenant des techniques de biologie moléculaire qui permettent de nous dire tout de suite, en 3 heures ou 2 heures même, en PCR, en biologie moléculaire, on sait détecter le gène de résistance du staphylocoque à l'oxacilline, qui est l'antibiotique de référence qu'on utilise bien souvent pour les staphylocoques. Et on va pouvoir en 2 heures savoir si ce staphylocoque est oui ou non résistant ou sensible à l'oxacilline par des techniques de biologie moléculaire. Donc là, je vous montre à gauche les techniques d'antigènes qui se sont faites en environ 15 minutes pour détecter des antigènes dans les urines de bactéries. À droite, c'est une immunofluorescence indirecte où on a marqué des bactéries sur un prélèvement respiratoire et on les révèle au microscope à balayage. Donc c'est des techniques rapides, de routine, d'autres façons de mettre directement les agents en évidence. On utilise de plus en plus aussi des tests rapides, et ça c'est important parce qu'on parle de plus en plus de la délégation de tâches, et vous serez peut-être amené à faire des tests rapides, que ce soit des sérologies ou des prélèvements d'antigènes comme ça, aujourd'hui, en 15 minutes, en écouvillonnant des amygdales d'un jeune qui a potentiellement une angine, on peut savoir en 15 minutes si cette angine est bactérienne, auquel cas ce n'est pas 15 minutes, c'est plutôt même 5 minutes. Si on a affaire à quelqu'un qui est compliant, c'est parfois un peu plus long pour les très jeunes enfants. Et là, on va pouvoir, par cette technique, savoir si oui ou non il est utile et logique de prescrire un antibiotique face à une angine ou une rhinopharyngite. Ça, c'est les tests rapides antigéniques, et vous verrez qu'il existe également des tests rapides
en sérologie, ce qui nous permet d'aborder le dernier point de cet exposé, qui sont les diagnostics indirects, ce qu'on appelle le sérodiagnostic, qui nous apporte, premier bémol, un diagnostic souvent a posteriori. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que ce patient est immunisé contre tel germe, tel virus, telle bactérie, sans pouvoir dire forcément qu'il a été infecté tout récemment. Et c'est le gros problème de la sérologie. Vous savez qu'on parle de fenêtre sérologique, je vais vous l'aborder en 2 minutes. Mais ces sérologies vont pouvoir prouver une infection uniquement lorsque vous allez voir apparaître certaines immunoglobulines chez un patient. C'est un patient qui va séroconvertir, c'est-à-dire qu'il aura bénéficié d'un prélèvement antérieur ou un J0, et au contrôle sérologique, que l'on fait en général 15 jours plus tard, on va voir apparaître des anticorps, ce qui nous permet de pouvoir dire de façon formelle que ce patient a été infecté par ce virus récemment. L'apparition d'immunoglobulines de type M également est un argument pour dire que le patient s'est récemment infecté par tel ou tel virus ou bactérie. Et l'ascension des immunoglobulines G est également une façon, je viens de vous le dire, souvent a posteriori, de dire que le patient, oui ou non, a croisé tel ou tel agent infectieux. Sachez qu'il existe des nouvelles techniques. Vous avez peut-être entendu parler de l'intradermoréaction à la tuberculine, qui étaient des techniques où on essayait de savoir si le patient avait déjà rencontré la tuberculose, s'il était vacciné par exemple, ou s'il avait rencontré l'agent de la tuberculose. Aujourd'hui, on a des nouvelles techniques qui se font dans les tubes à essai. Avec les lymphocytes des patients, on va réussir à savoir si ces lymphocytes ont, dans leur histoire, rencontré la tuberculose. En les mettant en contact avec des antigènes tuberculeux, on va détecter la quantité d'interférons que ces lymphocytes vont sécréter. Et vous verrez dans vos cours de physiopathologie que l'interféron intervient dans la réponse immunitaire et qu'un lymphocyte mis en contact avec un antigène spécifique, s'il sécrète de l'interféron, ça veut dire qu'il y a une mémoire que ce patient a un jour rencontré la tuberculose, l'agent de la tuberculose. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il fait l'infection tuberculeuse, la maladie tuberculeuse, mais ça peut juste dire qu'il a été en contact un jour avec l'agent de la tuberculose. C'est des techniques nouvelles, relativement coûteuses, mais qui peuvent avoir leur application en routine de plus en plus. Là, je vous remontre, en prenant l'exemple du VIH, que vous avez ce qu'on appelle une fenêtre sérologique. Vous voyez en bleu, la flèche bleue montre l'apparition des anticorps. Donc l'apparition des anticorps veut dire apparition d'une sérologie VIH positif. Et vous voyez que c'est assez classique et cette fenêtre est un petit peu raccourcie avec les nouveaux tests, mais il existe toujours une fenêtre entre la contamination d'un patient pour le VIH et l'apparition des anticorps. Cette fenêtre sérologique est d'environ 3 semaines et c'est à partir de 3 semaines que vous voyez la courbe bleue où les anticorps anti-VIH, la sérologie, la séropositivité VIH est formelle et positive seulement au bout de 3 semaines. Alors avant ça, vous allez me dire, eh bien avant ça, justement, notamment pour les virus, on a ces techniques d'amplification, de PCR, de biologie moléculaire qui nous permettent, dès le 10e jour après la contamination, d'identifier le virus directement et de dire que ce patient, même s'il n'a pas encore l'anticorps, est probablement infecté par le virus VIH. Je vous montre un autre exemple qui est très axé sur notre merveilleuse Côte d'Azur, qui est les virus de la dengue ou du chikungunya, où vous avez là encore, entre les symptômes et l'infection du virus par le moustique, une fenêtre de 3 à 5 jours, jusqu'à 7 jours, où on n'a pas encore l'anticorps, où la sérologie dengue ou la sérologie de chikungunya du patient sera négative alors qu'il est pourtant infecté par le chikungunya ou la dengue. Là encore, seule technique qui nous permette de révéler et d'affirmer cette infection chez un patient, c'est de demander une PCR, une charge virale dengue ou une charge virale VIH, les PCR, la biologie moléculaire. Sachez également, et là, il y a un grand débat en France. Vous savez que nos maladies virales ne sont pas forcément dépistées, notamment le patient VIH. Il y a en France environ 50
1000 séropositifs pour le VIH qui l'ignorent et il y a un grand débat en France pour élargir le dépistage, y compris par les tests sérologiques rapides qui permettraient d'améliorer l'accès au dépistage. Et améliorer l'accès au dépistage, c'est peut-être aussi l'élargir aux soignants en général. Ça va être des professionnels de santé, ça pourrait être des infirmières formées qui vont faire ces tests rapides. C'est des bandelettes, ça ressemble beaucoup aux bandelettes urinaires, qui nous permettent de dire en quelques minutes si l'individu est séropositif, encore une fois, s'il est infecté depuis au moins 3 semaines. Pour le VIH, c'est des techniques qui vont être utilisées, je pense, beaucoup plus dans l'avenir. Alors nous allons terminer ce premier rapport des examens microbiologiques pour voir ensemble maintenant, en vous donnant des grands exemples, les autres, quel type d'exemple on peut vous donner en pratique d'examen de détection au laboratoire et en clinique. Je vous remercie.